Et c'est parti. Ok, bonjour tout le monde. Alors ce soir, on va parler de réathlétisation. Je pense que c'est un sujet qui peut parler à beaucoup de monde. C'est un sujet qui est plutôt tendance depuis une dizaine d'années. Donc on va passer la première partie de la présentation à définir un peu ce que c'est la réathlé sous couvert d'expérience, parce que ouais, ça fait quand même quelques années qu'on travaille autour de la réathlé. Donc je vais avoir le lead sur la présentation. Je vais pas mal parler des expériences que j'ai eues et je ferai appel à mes collègues par-ci par-là pour qu'on discute autour du système labo RNP et du système RNP comme étant quelque chose d'inclusif dans la réflexion sur la réathlétisation. On a une petite formule là en bas, E égale O plus D puissance A. On en parlera à la fin de la présentation. N'hésitez pas à Du coup, essayer de décoder avant. Qu'est-ce que ouais, ça peut faites un qu'est-ce que ça vous screenshot, fait penser en fait? écrivez-le. Sur la présentation aussi, je risque d'aller très vite, de balancer des punchlines ou alors des grandes idées à droite, à gauche, pensant peut-être que tout le monde est au fait de ce que je raconte et arrive à suivre ce que je raconte. Je sais par expérience que ce n'est pas forcément le cas. Du coup, si vous avez des questions, les posez pas tout de suite, mais écrivez-les directement dans la boîte de discussion et on les reprend à la fin de la présentation. Voire même, on en fera des capsules plus tard. Mais écrivez-les tout de suite, comme ça, vous les avez plus en tête et on passe à la suite. Et je risque d'enchaîner beaucoup. Donc, si vous avez plein de questions, pas de souci, notez plein de questions dans la boîte de commentaires. Sur cette présentation, juste faites un petit travail de votre côté. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos objectifs? Et pourquoi vous êtes là ce soir? C'est une simple étape d'identification. C'est pour se rendre acteur, en fait, de cette présentation. Et donc, du coup, avoir ces attentes initiales peut faire toute la différence quant à l'appropriation des contenus et des petites billes qu'on peut donner au travers de cette présentation. Je pense que c'est bon pour tous. Faites juste sur 30 secondes. C'est comme l'histoire des objectifs. Il y a des études qui ont été faites. En 30 secondes, tu demandes 3 objectifs à une personne, il te donne à peu près les mêmes que si tu lui laisses 3 heures. Du coup, en 30 secondes, vous avez 3 réponses. OK. Et on peut enchaîner sur la présentation. Je vais laisser Sébastien ou Adrien commencer, je finirai. Vas-y, Seb. C'est le gros blanc. Non, vous avez déjà eu ma présentation, on va dire, surtout dans mon parcours de vie par mail, normalement hier ou il y a 2 jours, qui explique un petit peu quel a été mon vécu qui m'a amené justement dans la préparation physique et ce qui m'a amené justement vers la réflexion autour d'une approche individualisée de l'entraînement et qui a découlé finalement un petit peu à la neurologie fonctionnelle. Mais finalement, pour moi, pour me présenter assez rapidement, comme ça je peux laisser la place aux autres, simplement, Sébastien, donc, moi je vis en Suisse depuis maintenant plus de 5 ans. J'ai un master en prépa physique. Je travaille aussi en collaboration avec un laboratoire de neurosciences à Lausanne, justement, où l'idée, on apporte un peu une touche un peu plus clinique dans ce qu'on voit par rapport à la neurofonctionnelle qu'on voit sur le terrain et qu'on applique. Il faut savoir que beaucoup d'articles, alors, il y a beaucoup d'articles. Beaucoup disent qu'il n'y a pas beaucoup d'articles, mais en fait, quand tu regardes, il y a beaucoup d'articles. Mais les premières recherches autour des neurosciences, ce n'est pas dans l'optimisation de la performance comme on le dit aujourd'hui, mais c'est plus sur l'analyse, on va dire, de sujets dits, entre guillemets, pathologiques. Et l'idée, en fait, c'est que vu qu'on travaille sur un même système, on n'a pas le même degré et le même référentiel, mais ça nous permet d'avoir des mêmes solutions parce qu'on travaille sur un même système finalement. Donc voilà. Et puis sinon, je travaille beaucoup en consulting et puis sinon dans le canton de Vaud à Lausanne. Voilà, c'est tout. Adrien? Yes, je sais pas si tout le monde a compris ce que tu as dit, mais c'était sympa. Moi, j'ai compris, c'était bien. Euh, donc, bonsoir, moi je m'appelle Adrien. On aime beaucoup discuter, enfin rigoler entre nous parce que avant de bosser ensemble, on est déjà potes. Et, euh, et c'est ça un petit peu ce qui nous a rassemblés, c'est que tous les trois, on fait partie un petit peu du même cursus. On est préparateurs physiques tous les trois et on s'est formés à peu près on a fait beaucoup de formations en commun. C'est comme ça qu'on est venu se rencontrer il y a plusieurs années. Et on avait cette même envie tous les trois, bah, déjà de comprendre toujours encore plus
pourquoi le mouvement, pourquoi il y a des choses qui n'allaient pas, comment on pouvait aider un joueur qui était blessé à revenir vers la compétition, ou en tout cas vers le mieux-être, hein, quand il était en cours de réathlétisation. Et on voulait toujours encore plus optimiser la performance, optimiser l'individu en tant que tel. Et donc, on s'est formé, on s'est formé, on s'est formé. On a chacun des trois fait une centaine de formations en matière de entraînement fonctionnel, neurologie fonctionnelle, posturologie réflexe archaïque. On a fait quasiment tout ce qui existait en France et pas que en France, parce qu'on allait beaucoup voir ce qui se passait aussi à l'étranger. Et on en est là maintenant à présenter en fait compte une méthodologie qui est le regroupement de tout ce qu'on a pu voir, mais modélisé à notre manière et quelque chose qui nous semble logique parce qu'on en avait marre en fin de compte de nous devoir refaire des dizaines de formations pour comprendre l'être humain. Et on estime que chaque personne qui se forme devrait pouvoir avoir toutes ces clés en main dès qu'il va se lancer, dès qu'il va suivre un individu. Donc voilà le pourquoi et le comment de Labo RNP. Romain? Ok. Moi, c'est Romain Cacciavenda, dit Caccia par beaucoup. Du coup, on va parler de réathlé. Donc, je vais juste parler de la partie réathlé qui me concerne. Euh, je sors aussi d'un Master STAPS et j'ai bossé en réathlé avec un pôle espoir d'athlétisme, donc avec pas mal de perchistes, de lanceurs de javelot, quelques Olympiens, la Fédération suisse d'athlétisme, un centre de formation de football pro, tout ça juste sur la partie réathlé. Et ça m'a amené beaucoup d'expérimentation sur le terrain et beaucoup de questionnements suite à des petites choses qu'on va voir sur la partie littérature et sur la partie mise en place d'une réathlée, où, par exemple, dans une réathlée, on veut toujours avoir des points de passage, on veut avoir du testing, sauf que ces testings, on se rend compte en faisant des petits tests et en étant un peu geek sur le terrain, qu'on peut les moduler dans l'instant et que du coup, est-ce que la fiabilité et la viabilité, on va dire, des tests, vu qu'ils sont modulables dans l'instant, est si pertinente que ça. Et donc, du coup, ça a amené beaucoup de recherches autour de ça, sur comprendre comment ça se fait qu'il y a des changements aussi rapides sur des tests qui se veulent normalement normés. Et donc, du coup, j'ai énormément, là, j'ai des piles et des piles de bilans qui datent, il y a des bilans de chaque année, ils évoluent, avec beaucoup de feuilles à chaque fois, où je testais, par exemple, on va prendre ici, vous avez des petits tableaux avec toutes les amplitudes articulaires, articulation par articulation, testées sur les athlètes avec goniomètre, tout ce que vous voulez. Du coup, j'ai bossé en réathlé, mais surtout avec des sportifs où le sport était normé, à savoir que le return to performance, c'était assez facile parce que la performance, c'est quand ils font un record personnel. C'est des sports comme l'athlétisme où c'est normé, tu as une sélection, tu fais ton record perso, ben, tu as réussi, tu as réathlé. Encore que, peut-être pas pour tous les protagonistes de la réathlée. Peut-être que les cliniciens, une réathlée réussie, c'est quand il n'y a pas de récidive ou quand il n'y a pas de blessure par compensation par la suite. Donc, du coup, il y a pas mal de choses qu'on va discuter autour de ça qui viennent en fait d'expériences de terrain. Est-ce que ça va pour vous pour l'instant? Donc, qu'est-ce que nous dit la littérature? Déjà, il faudrait une définition. La stratégie d'approche en fait d'une réathlée, elle est guidée par le modèle de performance qui est spécifique à l'activité sportive qui est pratiquée par le sportif. Ça s'inscrit dans une approche qui est essentiellement de terrain et avec donc du coup des éléments technico-tactiques, donc en lien avec le coach, qui sont la trame de fond d'une prise en charge en réathlée. En plus de la spécificité de l'activité, l'intensité des sollicitations, elle différenciera la réathlée de la rééducation. Là, on va parler de réathlée. Il ne faut pas se tromper. La rééducation, c'est le kiné, c'est le médecin, c'est le chirurgien. La réathlée, elle intervient qu'à partir du moment où il y a le feu vert pour la reprise de l'entraînement. La reprise de l'entraînement, le feu vert, il est donné suite à des testings. Exemple, un LCA à 6 mois avec un test isocinétique, validation par le chirurgien, validation par le médecin du sport, et tu vas commencer à travailler main dans la main avec le kiné. Si tu travailles dans un centre, peut-être que tu peux intervenir avant. Mais en tant que prépa physique, ton job, c'est le sportif a un certificat médical de non-contre-indication à l'entraînement. Et donc, du coup, ton job, c'est de le ramener de son état de désentraînement vers un état où il est capable de s'entraîner, puis de performer, puis d'être
le meilleur possible dans son sport. Et on va voir les différentes étapes juste après. Donc, du coup, c'est la fin du continuum de réhabilitation, si on peut dire. La définition de la réathlée que j'apprécie particulièrement, c'est celle de M. Chirac, même si Norbert Kranz, donc un des pères fondateurs de la prépa physique en France et en francophonie, elle est très bonne aussi. On va prendre juste la dernière. C'est l'ensemble des moyens non médicaux ou paramédicaux mis en œuvre pour établir complètement l'efficacité motrice et fonctionnelle d'un sportif. C'est bon pour vous? Donc, du coup, il y a des points de focus et des éléments d'intervention. On va parler de déséquilibre et de compensation. C'est la lutte contre l'ensemble des mécanismes compensatoires inconscients du sportif blessé. On va parler d'un rééquilibrage pour tendre vers un retour harmonieux, entre guillemets, sur le plan biomécanique, afin de prévenir ou de limiter, à moyen ou long terme, l'apparition de blessures qu'on appelle périphériques, mais des blessures en fait de compensation. Là, il y a un lien tout trouvé avec la neuro, où il y a des études qui sont sorties sur, par exemple, l'impact qu'a 2 semaines d'immobilisation de la cheville sur la capacité proprioceptive, où on peut perdre jusqu'à 50%. Mais si tu ne récupères pas cette capacité proprioceptive, quelque part derrière, la carte et le mapping de ta cheville ne sera jamais plus la même. Et donc, du coup, ça peut impacter à la fois ta performance, mais aussi peut impacter les structures sous-jacentes et sous-jacentes. Donc, du coup, avoir des blessures de compensation. Donc, il y a un lien tout trouvé avec la neuro qu'on explicitera dans la deuxième partie de la présentation. Après ça, on a la reprogrammation motrice. C'est noté comme ça dans la littérature. Mais en gros, c'est le réapprentissage des éléments de base de la motricité de l'individu pour tendre vers des éléments complexes inhérents à la pratique sportive. Simplement, quand on parle de réapprentissage des éléments de base de la motricité, on va parler, quand on parle habituellement de rééducation ou de réathlétisation, on va parler de réapprendre dans un premier temps à faire un squat à poids de corps, avant de mettre un kettlebell, avant de mettre une barre, etc., etc. Donc, du coup, c'est plus une sorte de continuum. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir la chose en regardant les éléments de base de la motricité de l'individu comme les étapes dans l'ontogénèse qui n'ont peut-être pas été faites et où tu as un petit temps pour travailler dessus et peut-être que ces étapes ont, entre guillemets, sauté ou seraient bénéfiques pour le sportif. Tu as eu un problème au genou, peut-être que retravailler sur ton rampé ne serait pas bête pour avoir accès à ton premier, à la luxe et à toute la chaîne postérieure, et donc, du coup, accélérer un peu ta réathlétisation. Donc, du coup, dans la littérature, on marque reprogrammation motrice, mais ce n'est pas forcément vu dans la littérature comme reprogrammer le mouvement humain qui doit amener un geste autonome qui est la marche en contrôle latéral. Ensuite, on a la spécificité pathologique. Donc, en tant que réathlétiseur, tu dois connaître un peu la pathomécanique, etc., connaître bien ton anatomie et être en lien étroit. Et là, on va le voir après, il y a un énorme impact sur le dialogue, en fait, et l'échange de connaissances entre les différents praticiens autour d'un sportif, parce qu'on est là pour le bien du sportif. Donc, connaître un peu la pathomécanique, connaître très bien ton anatomie, le renforcement, et avoir un lien étroit avec le kiné, de manière à avoir une action, le kiné va avoir une action rééducative, et donc du coup la spécificité pathologique, c'est tout l'ensemble des actions rééducatives qui sont recentrées sur le contexte environnemental et la discipline sportive du pratiquant. Ensuite, derrière, on a tout ce qui est préparation physique adaptée, où là, en fait, ça va être tout simplement, tu es en réathlé, je donne un exemple pour le faire simple, tu es en réathlé, tu es à 7 mois post-LCA, il a recommencé son entraînement sur le terrain, sauf que le lendemain d'une grosse séance, il se retrouve avec une patate au niveau du genou, il a gonflé. Le genou, tu ne le touches plus. Par contre, il y avait une séance de PMA qui était… donc PMA, c'est travail, on va dire, du fitness, donc énergétique, qui était prévu ce jour-là. Tu vas adapter la séance en faisant du vélo à bras au lieu de faire de la course, parce qu'on va laisser tranquille la zone lésée. Donc, préparation physique adaptée, c'est simplement moduler les contenus et avoir assez d'outils dans ta casquette pour moduler les contenus, pour continuer à travailler sur ta progression, donc ta planification de séance, sans avoir à toucher la zone lésée si besoin. Dans certains centres, tu peux avoir un travail qui se fait pendant le travail de rééducation. Donc, si on prend le LCA, pendant les 6 premiers mois, le travail va se faire sur vélo et c'est mis en place par le prépa physique avec un plan bien défini, en plus du travail fait sur table et de renforcement avec le kiné, le médecin, tout ce que vous voulez. Et il y a toute une partie qu'on appelle réathlétisation mentale, mais qui est en fait tout simplement l'ensemble des processus psychomentaux induits par le traumatisme de la blessure et pouvant constituer un frein ou un obstacle au
processus de réathlétisation en général. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi énormément de questionnaires type ACL-RSI pour savoir où en est le sportif avec sa blessure, s'il se sent bien avec la reprise, etc. Et on peut aller beaucoup plus loin avec la prépa mentale, tout simplement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand est-ce que intervient la réathlétisation? C'est un peu la grande question qui revient souvent. Il faut voir ça comme un continuum. C'est souvent considéré comme le jour magique, en fait. Le RTS, Return to Sport, c'est considéré comme, dans le monde de la rééducation, on va dire, et de la réathlétisation, comme le jour magique où le sportif et l'athlète, il retrouve une pleine participation à son sport, avec son activité, avec son équipe, au même niveau qu'avant la blessure, comme si elle n'était jamais arrivée. Il y a une déclaration de consensus qui m'a servi pour faire ce petit PPT rapidement, de 2016, sur le retour au sport, qui est issu du premier congrès mondial de physiothérapie sportive, qui présente ce continuum de RTS en 3 étapes, et c'est un document libre d'accès. Donc, je l'ai choisi parce que vous pouvez tous le télécharger, et il est super à lire. Du coup, tu as 3 étapes. Il y a le RTP, RTS, et de nouveau le RTP, Return to Participation, retour à la participation. Vous avez vu l'accent? Attention. Il est en mesure de participer à des séances d'entraînement modifiées ou complètes avec une réduction du temps ou à des rôles différents dans un match, à l'entraînement, on va dire, mais il ne joue pas encore à son niveau de jeu cible. C'est par exemple, tu as des footballeurs en face de toi, il va participer à l'entraînement, mais en fait, pendant une semaine, il va être simplement appui sur les jeux, puis pendant une semaine supplémentaire, il sera joker à l'intérieur des jeux. Le joker, il joue en une touche de balle, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de contact avec le joker, etc. Et au fur et à mesure, il va rentrer comme un autre joueur dans les jeux. Donc, au fur et à mesure, il va reprendre contact avec les partenaires, reprendre contact avec le jeu, avec les prises d'infos, mais de manière progressive. Et là, on est encore au RTP. Return to Sport, ça correspond au moment où un athlète participe pleinement à son sport, mais pas au niveau de performance souhaité. C'est compliqué de le normer dans les sports collectifs, je le conçois, même s'il y a des manières de le faire. Dans les sports individuels, c'est plus facile parce qu'on a des records personnels, en fait. Je parle d'athlétisme, de natation, etc. C'est parfois le moment, donc le RTS, où le sportif a décidé, entre guillemets, ou estime qu'il a réussi sa réathlée. Parce qu'au final, il est de retour sur le terrain, il est en train de jouer, etc. Et peut-être qu'il n'est pas objectif sur son niveau de performance. Le retour à la performance, la dernière étape, c'est le moment où l'athlète il a atteint ou dépassé le niveau de performance qu'il avait avant sa blessure. Et c'est le moment où l'athlète il vient à l'entraînement en s'efforçant d'atteindre des objectifs de performance de plus en plus hauts, de réaliser des records personnels. Et il a amélioré les mesures de performance et de niveau qu'il avait avant la blessure. Donc, il est pleinement de retour dans un processus d'entraînement pour la performance. Et il n'y a plus du tout en arrière-pensée la blessure. Ce qui est intéressant d'avoir, donc c'est un continuum, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est de faire progresser et de régresser l'athlète dans ce continuum et de comprendre les facteurs contextuels qui jouent dans le processus de prise de décision du RTS de manière globale. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Quels sont ces processus de prise de décision qui doivent être collégiales, qui sont actuellement pris. Donc, comme je l'ai mis, ouais, c'est collégial, comme les Avengers, tout à fait. En fait, le succès d'une réathlétisation, il est différent en fonction de la personne et ça dépend du contexte et des résultats. Un athlète, ça peut être concentré sur l'objectif. Et le succès d'une réathlée, pour l'athlète, ça peut être le retour à une participation soutenue au sport, à l'entraînement, dans un laps de temps le plus court possible. Pour l'entraîneur, et certains athlètes qui ont plus une vision de futurs entraîneurs, on va dire, ça peut être défini par rapport à la performance de l'athlète au niveau du RTS. Donc, du coup, plus un facteur performance et pas simplement je participe de nouveau à l'entraînement, mais je suis performant. Par contre, pour le clinicien, le prépa physique, le succès, ça peut être aussi défini comme la prévention de nouvelles blessures. C'est-à-dire il est revenu à l'entraînement, mais dans les années qui ont suivi, il ne s'est pas reblessé au même endroit. Et là, on pourra dire qu'on a réussi la réathlée. Donc, du coup, les time-lapse, elles ne sont pas les mêmes. Et du coup, vu que le feeling n'est pas le même en fonction des acteurs, l'équipe décisionnelle, elle doit décider en collaboration de la manière dont le succès sera défini, et ce, le plus tôt possible, au départ, et donc, du coup, peut-être même
après l'opération ou directement après la blessure, etc., OK, il faut qu'on aille de l'avant, on va mettre des sous-objectifs en place jusqu'au moment où on sera sorti de cette blessure. On va en profiter pour travailler là-dessus, 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 et on saura qu'on aura réussi quand on aura atteint ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature, de manière à ce que tout le monde puisse collaborer et parler ensemble, on va dire qu'il faut un langage commun. Et ce langage commun, souvent, on le met en avant comme la capacité de savoir identifier et de valider des tests pour guider la prise de décision. Et c'est ça qui va être central. En fonction du sport, en fonction de la blessure, en fonction du sportif, de son anamnèse, de son historique de blessure, identifier et valider des tests en fonction des différentes étapes du continuum est quelque chose d'essentiel pour savoir si on passe l'étape d'après ou pas. Et donc, du coup, là, je vous ai mis quelques endroits où on place souvent des tests, etc. Simplement, tous ces tests qu'on vient souvent réaliser, c'est soit des tests de force, on pense aux tests isocinétiques, que ce soit pour l'épaule, etc., des tests isométriques, des tests d'amplitude, c'est-à-dire on va tester la souplesse, les choses comme ça, des tests de contrôle neuromusculaire ou des tests sur l'exécution et la performance des gestes sportifs. Je pense par exemple à un petit test où on va comparer le côté droit versus le côté gauche. Ou le contrôle neuromusculaire, ça peut être des EAD tout simples, avec test de CLAD par exemple, des choses comme ça. Donc la force, on sait que ça a un impact. Ça reste encore à prouver sur certaines choses, mais il y a un grand impact. L'amplitude des mouvements et la mobilité, c'est-à-dire le contrôle des amplitudes, c'est équivoque. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Pour le contrôle neuromusculaire, il existe des preuves du rôle du contrôle neuromusculaire dans les lésions. Les tests qui sont couramment utilisés pour ça, et pour savoir si l'athlète est prêt, c'est par exemple le test d'équilibre en Y, où on vient toucher devant, derrière, etc. Ça va être tous les tests sur une jambe, c'est-à-dire un single leg hop, triple leg hop, crossover step, les choses comme ça. Du coup, c'est prévisible par l'athlète, ça manque de sensibilité et c'est souvent contrôlé par l'athlète. J'aurais un grand laïus à faire là-dessus, mais on va accélérer. Il y a aussi des facteurs psychologiques. Et quand on parle de performance et d'exécution des compétences techniques, c'est associé au sport de l'athlète. Et ça peut amener des mesures objectives comme les GPS, les statistiques de jeu, les trucs plus subjectifs sur la charge d'entraînement et de performance, etc., etc. Ce qui est intéressant, et ça on va le voir dans la deuxième partie, c'est que tous ces tests, en fait, ce sont des tests d'output. J'y reviens dans 2 diapositives, parce que c'est là où toute la réflexion a fait sens au fur et à mesure des années à passer sur le terrain, à essayer de faire des tests à droite, à gauche après chaque séance. Du coup, il y a 8 messages clés autour de la réathlée. Pour conduire une bonne réathlée, c'est la composition et le rôle de l'équipe. Donc, chacun a son rôle et l'équipe doit être pluridisciplinaire. Les membres de l'équipe doivent être prêts à partager régulièrement des informations avec toutes les parties prenantes et concernées. C'est le 2, le partage. Pour le 3, les principes et protocoles, ça varie en fonction du type et de la gravité de la blessure, ce qui reflète la difficulté de prédire avec précision les délais. Donc, du coup, on doit avoir des principes, VS, des protocoles. La charge de travail peut être liée à une nouvelle blessure et doit donc être prise en considération lors de la prise de décision relative au return to sport, donc la charge de travail. La prise en compte des facteurs bio, psycho et sociaux influence la décision et la transition dans les différents stades, c'est-à-dire je peux aller vers l'avant, mais aussi retourner en arrière. Pour le 6, les évaluations et les révisions régulières des objectifs devraient être prévues et les décisions relatives au RTS devraient toujours utiliser des informations recueillies à partir d'une batterie de tests imitant les éléments réactifs et les étapes de prise de décision que les athlètes utilisent dans les situations sportives réelles. Définir les activités sportives, donc ça c'est définir l'antécédent et définir un peu les blessures types dans le sport, etc., de manière à avoir une première cible de travail et valider les outils permettant de mesurer avec précision tout ça. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant sur le terrain, donc, on se rend compte, je pense que vous l'avez suivi, qu'il faut parler avec tout le monde, et pour parler avec tout le monde, il faut des données.
Pour avoir des données, tu vas commencer, quand tu commences à travailler avec des athlètes, que ce soit des perchistes, des lanceurs qui ont des problèmes de genoux, de dos, n'importe, tu vas commencer à faire du testing. Tu vas commencer à faire des testings assez balèzes sur toutes les amplitudes articulaires qui concernent un peu la problématique que peut avoir l'athlète. Et tu vas t'amuser à placer ces testings d'amplitude un peu partout. Tu vas commencer à t'intéresser aussi à des tests d'activation musculaire. Vous avez peut-être déjà fait de la kinésio, des choses comme ça, tester activation des fessiers, des choses comme ça. Et il est arrivé un moment où je me suis rendu compte que, par exemple, si tu avais des athlètes, je vais prendre des exemples tout simples. Un athlète, tu vas lui faire des pogo jump. Donc, c'est des exemples sur le terrain. Pogo jump, donc c'est des sauts jambes tendues où on va travailler plutôt sur la réactivité, on va dire. Il fait des pogo jump. Tu lui demandes après de toucher ses orteils, il n'est pas capable de toucher ses orteils. Alors que juste avant de faire les pogo jump, il était capable de toucher ses orteils. Comment ça se fait que sur une série de 10 mètres de pogo jump, avant, après, sur un test de mobilité, on perde 5 cm de mobilité sur la chaîne poste? Ok, ça a peut-être un lien avec la chaîne poste, etc. Mais tu commences à te poser des questions. Du coup, tu regardes aussi, test d'activation musculaire au niveau des fessiers, tu regardes la coordination, c'est-à-dire une extension de hanche, normalement, sur la coordination, c'est fessier, ischio, carré des lombes opposés. Tu peux le tester en regardant avec tes doigts, en regardant un peu, en filmant ce que tu veux. Tu fais un test d'activation musculaire, ça ne marche pas bien, tu fais tout ton protocole un peu biomécanique, où tu vas retravailler sur cette coordination, etc. Par contre, l'athlète, tu vas lui demander derrière, ça aussi c'est un cas, de lui faire, il va faire du développé couché, tu retestes l'extension de hanche, le développé couché n'a rien à voir avec l'extension de hanche, entre guillemets, parce qu'en vrai, elle est quand même impliquée dedans. Et d'un coup, l'extension de hanche n'est plus bien coordonnée et on revient sur la baseline. Comment ça se fait qu'on a des changements sur des testings qui, normalement, un test d'amplitude articulaire, donc là, on est sur du très global, mais j'ai fait des tests aussi sur des straight leg raise, donc des relevés de jambes tendues avec des footballeurs, où, OK, on finit l'échauffement, etc. Relevé de jambes tendues, la jambe, elle est à 90. On va faire des squats, la jambe, elle descend avec le talon au niveau du genou. Derrière, on va faire des fentes, le talon, il remonte et on est de nouveau sur jambes tendues. Comment ça se fait que dans la séance, en fonction des exercices qu'on met en place, la mobilité varie tellement? Comment ça se fait que dans la séance, en fonction des exercices que tu mets en place, l'activation musculaire et le test d'activation musculaire changent? Une fois c'est bon, une fois c'est pas bon. Alors que ce sont des tests qui, normalement, en tout cas moi je les prenais comme ça au début, devraient être des validateurs et des manières de parler avec le corps médical, pour moi en tant que prépa physique, en lui disant ouais, ok, c'est bon, au niveau de la mobilité, on est bon, on est sur les bons ratios et sur les bonnes amplitudes qu'on cherchait à avoir. Est-ce que je prends la valeur de fin d'échauffement ou est-ce que je prends la valeur après le squat ou après la fente, vu que cette valeur, elle fluctue sur tout le long de la séance? Ça, ce sont des questions que je me suis posées sur le terrain, avec justement des fluctuations sur l'activation musculaire et sur la mobilité qui se faisaient dans l'instant. Et c'est là où sont venues beaucoup de réflexions sur le fonctionnement, c'est-à-dire, OK, la mobilité, ça ne fonctionne pas bien. L'activation musculaire, ça fluctue. Qu'est-ce qui contrôle la mobilité? Qu'est-ce qui contrôle la force? Donc, l'activation musculaire, etc. Il y a un seul dénominateur commun, c'est le cerveau. Donc, du coup, on a commencé à s'intéresser à la manière dont le cerveau prédisait et mettait en place la manière dont il percevait le monde autour de lui. On en est arrivé à ça, et tout part de là. C'est un entonnoir, une balance plutôt, donc un entonnoir, où les entrées sensorielles vont rentrer dans cet entonnoir avec plein d'autres facteurs. On parle d'interoception, proprioception, extéroception. Quand on va parler d'entrée sensorielle, de notre côté, avec la BORNP, on va plutôt parler de vestibulaire, de proprioceptif et de visuel. Ces entrées sensorielles, elles vont toutes rentrer dans un filtre d'interprétation. Ce filtre d'interprétation, il va se situer dans le whole brain, le vieux cerveau, donc c'est plutôt à l'arrière. Et l'idée, c'est que toutes ces informations, il y en a des millions qui remontent à la seconde. Ces informations, elles remontent de manière à être intégrées. Cette intégration, elle va permettre de savoir s'il y a des erreurs, s'il y a des surplus ou s'il y a des non-concordances sensorielles. Des non-concordances, c'est tout simplement savoir si est-ce que mon proprioceptif me raconte la même chose que mon visuel et que mon vestibulaire. Si les entrées sensorielles donnent des informations qui ne sont pas concordantes,
Le système nerveux, le cerveau, il va se dire, OK, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui est potentiellement menaçant que je ne comprends pas. Si c'est potentiellement menaçant, je ne vais pas risquer parce que mon objectif, c'est avant tout la survie. Et donc, du coup, je vais mettre en place un output, donc une sortie motrice plutôt orientée vers la survie et non vers la performance, de manière à ne pas me blesser et à ne pas, entre guillemets, me tuer au pire. Et ces outputs de survie, on va le voir plus tard, ça peut être de la fatigue, des vertiges, des tensions, donc du tonus qui augmente, etc. Ça peut être des douleurs, bien évidemment, et ça peut être une diminution de force, une diminution de mobilité, une diminution de vitesse, une diminution de coordination. Toute l'idée, donc, du coup, est d'analyser les entrées sensorielles et de voir quelles sont les entrées sensorielles qui sont mal calibrées par rapport aux autres et de réguler ces entrées sensorielles de manière à ce que toutes les informations et la somme des informations qui remontent dans le système nerveux soient de la même qualité et soient intégrées de manière à ce que le cerveau prédise et se dise, OK, toutes les informations qui remontent, elles sont toutes concordantes, elles sont toutes de bonne facture, on peut libérer le potentiel qu'on a dans le système. C'est la base, la très, très grande base de la réflexion. Là-dessus, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 3 grands systèmes GPS. Les 3 systèmes, c'est la proprioception, c'est l'équilibre, on va parler du vestibulaire, et c'est la vision. Le cerveau, il va gérer ces 3 systèmes. Toutes ces entrées sensorielles, ces systèmes, ce sont des aptitudes. On parle d'aptitudes, vous êtes coach, préparateur physique, kiné, les aptitudes, ça s'entraîne. C'est-à-dire que quelque chose que tu ne t'entraînes pas, tu le perds. Et un système qui est compromis sur les 3, que ce soit la proprio, l'équilibre ou la vision, c'est tout un ensemble qui en pâtit. Comme on l'a dit avant, on peut retomber sur des non-concordances sensorielles. Je reviens sur ce terme de non-concordance sensorielle, peut-être qu'il n'est pas clair. On va l'éclaircir très rapidement. La non-concordance la plus connue, c'est le mal des transports. Le mal des transports, c'est ton visuel qui te donne une information, ton vestibulaire qui t'en donne une autre. Le cerveau, il se dit, OK, l'un et l'autre me donnent une information qui n'est pas la même. Qu'est-ce que le cerveau fait? Il t'envoie un output de survie qui va être une petite migraine, la tête qui tourne et le vomito qui remonte. C'est ça, en fait, un mismatch sensoriel. Sauf que sur le sportif, ce n'est pas aussi puissant qu'un mal des transports, où là, on le voit vraiment que, ouais, il y a vraiment un problème. Mais chez un sportif, on va le voir juste après, ce mismatch sensoriel, ça peut venir tout simplement d'une carte qui est un peu plus floue. Une carte un peu plus floue, vous faites tous de la mobilité. La mobilité, c'est travailler sur les mécanorécepteurs, au niveau de l'articulation, au niveau tendineux, au niveau ligamentaire, et ensuite tu vas travailler aussi d'un point de vue musculaire, etc. Et simplement, tu vas clarifier la carte de l'articulation que tu travailles d'un point de vue mobilité. Et en fait, cette clarification de la carte, quand tu fais des rotations articulaires contrôlées et des choses comme ça, c'est simplement du travail de proprioception. Et donc, du coup, si, imaginons, chez un sportif, la cheville, donc on va prendre un exemple tout simple. Tu t'es fait une entorse du ligament latéral externe de la cheville. Tu es en réathlé, etc. Et du coup, ta rééducation proprioceptive, elle n'était peut-être pas optimale, ta réathlée, elle n'est pas encore poussée, et tu as perdu, entre guillemets, un peu de proprio au niveau de la cheville. Quand tu es en train de marcher, ta proprio t'informe, au travers des mécanorécepteurs, etc., peut-être que ta cheville, elle part en éversion. D'accord? Alors que peut-être pas du tout, mais c'est simplement, voilà, il y a un étirement de la capsule ou n'importe qui fait qu'il y a des infos qui remontent comme si ça partait en éversion. Pourtant, le système vestibulaire t'informe que tu n'es pas en train de tomber à droite. Donc, du coup, le proprioceptif t'informe que tu es en train de tomber à droite, alors que le vestibulaire te dit que non, tu n'es pas en train de tomber à droite. Là, on a une non-concordance sensorielle qui va faire que peut-être on va limiter la mobilité au niveau de la cheville pour éviter d'aller dans des amplitudes qui pourraient être problématiques. Ce qui veut dire que quand tu vas descendre en squat, d'un coup, on va avoir peut-être un shift du bassin d'un côté, peut-être qu'on va avoir une dorsiflexion moins importante d'un côté, peut-être qu'on va avoir un appui si on prend une photo des appuis, etc. Mais peut-être qu'on va avoir un appui un peu plus fort du côté opposé et qu'on va délester la jambe. Et tout ça, en fait, c'est des stratégies de compensation parce que justement, il y a une non-concordance sensorielle que le cerveau veut gérer avant tout pour sa survie, avant la performance qui est là de pousser, je sais pas, 200 kg en squat. OK? Donc, du coup, l'objectif premier, c'est la survie. Le deuxième objectif, c'est le mouvement. Il y a les 2 A, c'est l'alimentation, c'est-à-dire le carburant. Le carburant du cerveau, c'est le glucose, donc le sucre.
et l'oxygène. Donc, du coup, tout ce qui est la respiration est central. Dans toute approche que ce soit, la respiration devrait être au centre et au départ de tout. Comme l'alimentation, c'est-à-dire tu ne peux pas faire une séance de développement technique si tu n'as pas ce qu'il faut d'un point de vue glucose dans le sang. Tu seras beaucoup moins efficace en fait. Et l'activation, tout ce que tu ne travailles pas, tu le perds. Donc du coup, ça prend du travail régulier et qualitatif. Le sensoriel, c'est avant le moteur. De bonnes sensations avant un bon mouvement. Il y a différents récepteurs. On va chercher à améliorer la clarté de la carte. On parle de 3 grandes catégories que sont l'interoception, la proprioception et l'extéroception. Le système nerveux, en fait, il fait 4 choses. Il prend des informations, il interprète ces informations, il prend une décision par rapport à ces informations et il envoie une commande motrice aux muscles. Il manque une photo là en dessous. Ça serait beaucoup plus clair avec une photo. T'en dis quoi, Seb? C'est Seb qui a loupé la photo là sur le coup. Je Non, pense non, que mais je suis d'accord. Attends, je vais la trouver. Je vais la mettre sur le groupe, tiens. Ça, c'est le petit cadeau. Attends. Et donc, du coup, tout ça est résumé par ce grand schéma. L'idée, c'est quand on parle du système nerveux, en fait, c'est que les changements, ils sont immédiats. Quand on a une non-concordance sensorielle, quand on va restimuler cette entrée sensorielle de manière ciblée et qu'effectivement, c'était elle qui était à la source de la non-concordance, ben, d'un coup, quand toutes les informations vont remonter au cerveau dans le geste sportif, tout va de nouveau être beaucoup plus clair pour le cerveau. Et du coup, on a un continuum. Le cerveau va pouvoir libérer du potentiel de performance. Donc, il va libérer du mouvement, il va libérer de la coordination, il va libérer de la force, il va libérer de la vitesse. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est vachement intéressant dans le sens où les changements, ils sont individuels. Chaque personne peut avoir des non-concordances qui sont différentes. La non-concordance peut venir du proprioceptif, l'autre d'un problème d'un point de vue vision périphérique, l'autre d'un point de vue vestibulaire. Et tout ça est à individualiser. Et surtout, ça se fait côté droit versus côté gauche du corps. Tous les exercices, la réponse à l'exercice, ce dont on parlait avant, c'est-à-dire que tu fais des pogo jump et d'un coup, ben, tu es beaucoup moins souple. Si tu faisais d'abord des montées sur pointe de pied, ben, peut-être que ta souplesse, elle serait toujours la même. Donc, tout est question de vitesse, d'amplitude de charge et de menaces inoculées sur le système. Donc, du coup, il y a différents types d'exercices et on obtient des résultats différents avec chaque personne et c'est ça qui est intéressant. L'individualisation est la clé. Comment on individualise tout ça? C'est tout simplement grâce à un entonnoir d'analyse où on part toujours de l'anamnèse, à savoir l'historique de l'athlète. On analyse la marche, qui est tout simplement une activité autonome qui te permet d'émettre des hypothèses sur le fonctionnement du système nerveux de la personne en face de toi. Ces hypothèses vont te permettre de faire des choix d'exercice ou plutôt des choix de testing qui vont te permettre d'avoir une confluence de données et une vérification de tes hypothèses. Donc, ça affine ton analyse de la marche et tu vas venir cibler plus particulièrement les sous-systèmes. Et du coup, ça va t'amener assez facilement à la sélection d'exercices qui seront validés par du test-retest et ça t'amène un programme d'entraînement beaucoup plus ciblé par rapport justement à tout ce dont on parle depuis le début, à savoir la manière dont l'athlète perçoit le monde autour de lui et quels sont les systèmes sensoriels qui sont un peu moins fonctionnants, si on peut dire, et qui amènent des non-concordances et donc du coup le cerveau à mettre le frein à main parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Et donc du coup ce frein à main, c'est aussi un frein pour la performance parce que c'est un manque de mobilité, un manque de force sur certaines amplitudes, un manque de coordination, un manque de vitesse. Le testing des sorties motrices permet d'avoir un feedback immédiat pour tout le monde en fait. Les types de tests, c'est de l'amplitude articulaire, c'est de la force, et c'est les activités autres comme la marche, l'équilibre, etc. Si tu ne testes pas et ne retestes pas, tu ne fais que deviner. Et du coup, on se rend bien compte que tous les tests dont on a parlé au début, c'est-à-dire les tests d'amplitude articulaire, les tests de force, etc., oui, ils sont très intéressants pour avoir des points de passage. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, et moi, ce qui m'a marqué sur mon expérience, c'est que ces tests, ils sont modulables dans l'instant.
Et on peut avoir des différences de 10-15% dans l'instant. Et le fait d'avoir des différences aussi marquées et aussi grandes pose la question de savoir si c'est, comment dire, qui contrôle tout ça et comment ça se fait que certains athlètes, il y a des énormes différences et d'autres, il y a très peu de différences. Et souvent, ceux où il y a d'énormes différences, ce sont les athlètes où il y a beaucoup de compensation, où il y a une carte, comme on l'a vu avant, qui est peut-être un peu plus floue et où il y a des systèmes sensoriels qui sont vraiment défaillants, si on peut dire. Et ce sont les sportifs chez qui il va falloir le plus travailler. Donc, vous pouvez le tester dès demain. Tester des choses toutes simples et vous verrez que c'est assez bluffant. La séance que vous avez prévue chez l'athlète, vous faites l'échauffement, vous testez un test de souplesse n'importe lequel. Par exemple, celui-ci, à droite, à gauche. Entre chaque série, entre chaque exercice, refaites faire l'exercice à l'athlète que vous avez en suivi. Et regardez la progression sur la séance de ce simple test de mobilité. Est-ce que ça reste toujours au même niveau? Est-ce qu'en fonction des exercices, d'un coup il est moins fort, d'un coup il est plus fort? Et donc, du coup, se pose la question, comme je viens de le dire, de qui contrôle tout ça? Et donc, du coup, comment on contrôle celui qui contrôle tout ça? Et comment on travaille sur celui qui contrôle tout ça? Donc, le but de toute intervention de réadaptation, de réathlétisation, là, c'est Jeffrey Klein qui a fait cette citation, de réadaptation et de réengager les systèmes neuronaux rendus dysfonctionnels par les blessures et la désuétude. Quelque part, c'est le but de l'entraînement aussi. Tout ce que tu ne fais pas, tu le perds. Donc, du coup, en prenant en compte la première partie théorique sur la réathlétisation et la seconde partie où la présentation était non exhaustive sur le système RNP, comme la première partie qui était largement pas exhaustive, on pourrait faire une semaine, on peut légitimement dire que tous les athlètes sont en réathlétisation et que la réathlétisation n'est que la définition, entre guillemets, moderne de la préparation physique, une fois que l'implication du cerveau et du système nerveux dans le mouvement est prise en compte. Merci, c'était tout pour moi. C'était un beau et long discours. Du coup, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça 45 vous minutes. parle? Tu as parlé vite, mais Ouais. c'est bien. Tu as réussi à Comme tout ça, il y a un placer. quart d'heure de questions-réponses. Désolé si c'était trop rapide. Est-ce que ça vous parle un petit peu de ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez l'habitude de travailler comme ça? Est-ce que ça vous parle, ne serait-ce que ben, ces différents tests, output, etc., dont on en parle? Non, ça ne vous parle pas? Vous pouvez prendre le micro si vous voulez. Vous pouvez écrire tout simplement en bas. Tout est bien clair. OK. Est-ce que J'ai le vous... cas, en fait, il y a un cas qui me revient en tête, c'est une fille qui a eu des très gros problèmes de dos, qui a failli arrêter la perche. Au final, on a passé un an ensemble et elle est revenue. Elle a fait les mondes juniors, d'ailleurs, à la suite de ça. C'était assez fascinant dans le sens où elle avait un gros problème dans le bas du dos. Et en fait, il y avait un des tests tout simple, c'était de descendre pour toucher ses orteils. C'était aussi un indicateur en fait de sa douleur, comme l'extension, etc. Mais c'était vraiment un indicateur. Et on s'était rendu compte qu'en fonction des exercices qu'on pouvait faire, ben, comment dire, il y avait des exercices qui n'avaient rien à voir avec le dos, entre guillemets, mais en fait, elle ne le sentait pas, le dos, pas du tout pendant l'exercice. Mais dès que l'exercice était fini, bah, je pense par exemple à des écartés allongés sur le banc, etc. Euh, Dès que l'exercice était fini, elle retestait le fait de se pencher en avant et c'était limite, elle n'arrivait pas à se pencher parce qu'elle sentait une énorme barre dans le dos. Et tu faisais un autre exercice qui n'avait aussi rien à voir et d'un coup, elle était de nouveau capable de descendre et elle n'avait entre guillemets plus de douleur. Et ces allers-retours, en fait, ça m'avait énormément questionné parce qu'en fait, j'avais une vision à ce moment-là très biomécanique et on ciblait en rien le bas du dos. Alors oui, j'avais des connaissanses sur les chaînes myofaciales, etc. Mais en soi, je ne comprenais pas comment il pouvait y avoir un lien aussi énorme, même au travers des chaînes myofaciales, et comment dire, un avant-après aussi énorme en fait. Entre eux, je suis capable de venir avec le dos parallèle au sol et ça me tire, et la fois d'après, je suis capable de toucher mes chevilles.
Et entre les deux, il y a juste un exercice et une série d'exercices. Et c'est toutes ces expériences de terrain qui m'ont amené énormément de questionnements et énormément de recherches par la suite. Il y a un truc qui me vient en tête aussi. Dans l'idée aussi de cette présentation, c'était un petit peu de, entre guillemets, je dis bien, de redéfinir un petit peu le paradigme justement de la réathlétisation. Et il y a un exemple qui me vient en tête, c'est tu as utilisé l'exemple avant du clap test justement dans fin de rééducation. Il y a plusieurs tests qui existent aujourd'hui qui permettent de mesurer est-ce qu'on est en fin de réathlétisation, est-ce qu'on peut utiliser à commencer à aller plus sur le terrain, entre guillemets, tu vois. Et la question, c'est toujours, est-ce que la personne, elle est prête physiquement ou est-ce que son corps et son système nerveux sont vraiment prêts physiquement? Et je vais reprendre un petit peu ce que Romain disait, c'est-à-dire que tu peux utiliser le test de souplesse, imaginons que tu vas toucher le sol, que tu fais les tests classiques de fin de réathlétisation qui existent aujourd'hui sur le marché, sur le commerce ou dans le monde de l'entraînement, mais qu'après ça, juste en faisant le test qui demande quand même une certaine dynamique et que tu perds 5 à 10 centimètres dans ton test de mobilité pré-test, est-ce que la vraie question, c'est est-ce que tu es fait réellement, est-ce que tu as réellement intégré finalement ou réussi ce test de fin de réathlétisation? C'est ça la Ouais, question. là, j'ai un vrai exemple là-dessus. Ça, c'était un footballeur. Donc, j'étais en charge de la réathlée au RCSA, donc c'est Strasbourg. Et du coup, on avait la batterie de test. Donc, c'était une LMA aux ischio, retour, tout ce que tu veux, fin de réhabilitation. Et on fait tout ce qui est triple leg hop, etc., qui sont des tests de base sur le membre inférieur. Mais donc, du coup, on les avait placés, enfin, du moins, je les avais placés dans le retour à la perf de cet athlète-là. Et pour une LMA aux ischio, tu as aussi le Active Straight Leg Raise. Donc, tu es allongé sur le dos et tu relèves la jambe. Et en fait, on s'était rendu compte d'un truc assez ouf, c'est que il faisait l'Active Straight Leg Raise à droite, il était blessé à droite. Il arrivait avec le talon au niveau de la hanche, donc il était parfait. On avait gagné en amplitude, tout ce que tu veux. Il faisait ce triple leg hop sur la jambe gauche. On arrivait à la perf. Je ne me rappelle plus exactement de la perf, mais les deux étaient équilibrés au final. Et du coup, on avait le triple leg hop. On refaisait le straight leg raise, c'était OK. Il faisait le triple leg hop à droite. Il faisait la même perf. Donc, du coup, vu que c'est la même perf, bah, c'est validé, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, mais c'est validé, il y a un équilibre, etc. On a refait le straight leg raise et on était retombé à le talon, il était au niveau du genou. Donc, on avait perdu peut-être 20 cm d'amplitude juste sur 3 sauts vers l'avant. Mais comme le ROM, c'est-à-dire l'amplitude articulaire, est quelque chose aussi d'essentiel, c'est-à-dire que tu dois l'avoir. Comment ça se fait que 3 sauts vers l'avant sur la jambe droite, tu perds tout de suite 20 cm d'amplitude? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, oui, peut-être que tu es équilibré, jambe droite, jambe gauche. En attendant, le fait de sauter sur la jambe droite, c'est une menace pour ton système, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans un autre test, ta performance, elle diminue drastiquement et significativement. Donc, du coup, effectivement, tu es équilibré, mais quelque part, est-ce que le fait d'aller courir, d'aller enchaîner des jumps et des réceptions jambe droite, est-ce que pendant ta performance sportive, à savoir un entraînement de foot, est-ce qu'il ne va pas y avoir une augmentation progressive du tonus au niveau de la chaîne poste? Est-ce que ça ne viendrait pas d'un réflexe tendineux de protection? Il y a plein de questions qui viennent derrière, mais en gros, est-ce que du coup, tu es prêt à retourner sur le terrain? Et est-ce que le fait d'enchaîner des sauts sur la jambe droite ne va pas venir amener un risque de blessure de nouveau aux ischios parce que c'est trop menaçant pour ton système? Autre question qui en découle, est-ce que c'est quelque chose qui vient du moment de la blessure ou est-ce que c'est à cause de ça que tu te blesses aux ischios? Que tu t'es blessé ou peut-être que tu te blesses régulièrement aux ischios? Est-ce que c'est pas parce que dès que tu prends appui sur la jambe droite, c'est une menace entre guillemets pour ton système, d'un point de vue proprioceptif, d'un point de vue vestibulaire, d'un point de vue visuel, j'en sais rien, mais est-ce que c'est pas une menace pour ton système? Et à force de le répéter, la menace, elle grossit, et à un moment donné, ça break. Et le break, c'est peut-être une blessure à un moment donné. Elle est là toute la question. Est-ce qu'on est capable de revenir à la base du souci, à la base du problème? Voilà, c'est. Non, mais c'est bien, ton exemple, il parle parfaitement et c'est exactement ce que je veux dire. Et c'est con, hein, pardon pour l'expression, mais tout est résumé finalement par la balance de menaces que Romain a présenté juste avant. Est-ce que c'est sécuritaire? Oui ou non? Tu es en mode survie ou tu es en mode performance? C'est tout. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une balance ou un curseur.
que tu navigues de gauche à droite, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est comment est-ce que tu navigues à travers ce champ et ce spectre-là. Et donc, du coup, la réathlétisation sous l'œil RNP, c'est comprendre le premier module de la formation. Le premier module, c'est tout ce qui concerne la posturologie, les réflexes archaïques, la neurologie fonctionnelle, de manière à identifier les systèmes sous-performants, les réflexes archaïques présents, les problèmes posturaux. Et là, on parle de posture, pas de position, hein. Ça te permet de développer une boîte à outils approfondie d'exercices qui te permettent de réguler justement les entrées sensorielles, leur intégration, et d'engager le système nerveux pour créer un changement stable de fonction. Et donc, du coup, c'est comme une pyramide où en fait, cette base va te permettre d'avoir un développement par la suite des qualités physiques peut-être plus harmonieux et sans avoir en fait ces types de problématiques qu'on peut retrouver sur le terrain et qui m'ont amené à me poser énormément de questions de ouais, tu sautes 3 fois sur la jambe droite, tu perds 20 cm de souplesse. Non, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui bug dans le système. Et il faut comprendre c'est quoi. Et vous avez juste à le tester sur le terrain demain avec tous vos athlètes. Entre la série de squats, la série de développé couché, de tirage, de soulevé de terre, testez la souplesse des athlètes et vous verrez que ça fluctue. Et c'est un truc de ouf que ça fluctue autant. Comment ça se fait? Et donc, du coup, en termes simples, sur les premières étapes de la réathlétisation, on a besoin d'une réduction et d'une modulation de la menace en jouant sur les entrées sensorielles qui peuvent poser souci et qui amènent une non-concordance, un surplus, etc., etc. En fin de réathlé ou du côté entraînement, on veut une amélioration des performances sportives. Du coup, on a besoin d'une inoculation de menace ou plus génériquement dit, d'engranger des adaptations. Donc, on va parler tout ce qui est processus hormétique, tout ce qui est General Adaptation Syndrome, etc. C'est de l'entraînement. Et on va parler de prise en charge individualisée. Et c'est là où ça devient intéressant aussi, c'est que cette vision sur les systèmes sensoriels et sur les entrées sensorielles, chaque sport a des entrées sensorielles qui sont, entre guillemets, un peu différentes. Et la manière de les utiliser est un peu différente. Mais ce qui veut dire que, on l'a dit un peu plus tôt, hein, je reviens dessus. Ce sont des aptitudes. Ça doit et ça peut donc être entraîné. Ce qui veut dire qu'on peut avoir une réflexion sur la mise en place de contenu qui est centré sur les entrées sensorielles et de manière à amener beaucoup plus d'informations que sur le terrain ou plus d'informations qualitatives pour que l'athlète progresse. Je m'écarte un peu. Non, Il y a Nicolas là qui a un commentaire aussi dans les questions. Je te laisserai lire après. Ouais. Et il y a marqué plusieurs fois dans les diapos prise en charge individualisée. Qu'on comprenait bien que lorsqu'on parle du système nerveux, et c'est pour ça que tu peux avoir l'exemple, par exemple, de Nicolas qui a LCA à droite, LCA à gauche, on le lira après du coup. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on parle de principe d'entraînement. Ah, pardon. On parle de principe d'entraînement et pas de protocole tout fait. Parce que chacun réagit de manière différente à certains stimuli. Donc, par exemple, moi, je dis moi, mais de manière générale, peut-être que j'aurai un problème plus proprioceptif au niveau du genou, par exemple. Peut-être ce sera plus au niveau de l'oreille interne. Et tout ça va découler justement à un programme individualisé. Et les protocoles tout faits qui existent, monsieur, madame, tout le monde, ça peut avoir des résultats jusqu'à un certain point. Après, tu es obligé d'aller sur les besoins propres à la personne et ensuite les besoins propres à l'activité, comme disait Romain, par rapport à certaines activités qui ont plus de prédominance sur telle ou telle entrée sensorielle ou telle information. Et si tu n'es pas sur une prise en charge individualisée, tu passes à côté d'une certaine partie de l'équation, en fait, de la réathlétisation ou même de l'entraînement, je dirais, pour en parler. Voilà, c'était tout. Et c'est essentiel. Prise en charge individualisée. Tu ne peux pas… Enfin, bref. Ouais, tu vois, il y a juste un truc que j'aime bien, que je fais, c'est parce que quand tu dis un programme générique, ça peut fonctionner pour tout le monde jusqu'à un certain niveau. Ça peut, Oui et jusqu'à un non. En fait, certain point. ouais, parce que si la personne est débutante, ça va fonctionner. Si le mec il est sportif, il va falloir aller de toute façon chercher dans l'individualisation. On le voit quand on fait nos bilans, un sportif, tu vas avoir des choses qui se régulent quand même naturellement mieux que quelqu'un de lambda. Donc quelqu'un de lambda que tu vas commencer à réentraîner, forcément tu vas avoir des améliorations notables tout de suite. Mais le problème, c'est si tu fais toujours le même type de mobilité avec une personne,
enfin avec toutes les personnes, la même mobilité, on n'est pas sûr du tout Hmm. du résultat, tu vois, d'un point de vue global, quoi. Et, ça va matcher sur une ou deux personnes. Tu fais des automassages, ça va matcher sur une ou deux personnes. Il y en a d'autres, elles vont devoir faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour, pour qu'il y ait un minimum d'intérêt. Et, euh, et puis à la fin, si elles arrêtent, ça va tout de suite s'en aller parce que c'est pas ça qu'elles avaient besoin. Parce que tout à l'heure, Romain, tu parlais de enfin, de la proprioception, le fait on faisait beaucoup de mobilité via les mécanorécepteurs, mais c'est que une partie de la Hmm. proprioception et on chante complètement les autres. Donc ça se trouve, tu as une personne qui va réagir aux automassages, il y en a une autre, elle va réagir peut-être à de la pression, peut-être à de la vibration, etc., etc. Et donc ça serait Après, ce qui est dommage, c'est intéressant, dommage de passer à côté, quoi. en fait, ce qui est intéressant, une fois que tu commences à t'intéresser au système nerveux, il y a aux réflexes archaïques, etc., il y a entre la neurologie fonctionnelle et les réflexes archaïques, il y a un lien qui est très peu fait et qui est tout simplement que le siège des réflexes archaïques, c'est le tronc cérébral et qu'en neurologie fonctionnelle, on va tout simplement se concentrer sur un. J'ai enlevé le PPT, c'est bon. En neurologie fonctionnelle, on va se concentrer sur quelque chose qui est essentiel, c'est le tronc cérébral et la stabilité réflexe. Quand on va se concentrer sur le tronc cérébral, la stabilité réflexe, en découlent des choses comme le cross-cord effect. Et donc, du coup, on va se rendre compte que du côté gauche et du côté droit du corps, on va pouvoir cibler certains groupes musculaires pour certaines activations de certaines parties du tronc cérébral. Et là, on va juste parler de renforcement musculaire. Mais donc, du coup, on a une discrimination côté gauche, côté droit. Tout ce qui va être proprioceptif, c'est du corticospinal, c'est du volontaire. Le volontaire, pour bouger le côté droit du corps, c'est initié par le lobe frontal gauche. Tout le monde me suit jusque-là. C'est du basique. Je veux bouger mon bras à droite, j'envoie l'info du lobe frontal gauche. Quand l'information part du lobe frontal gauche pour bouger le bras droit, il y a aussi de l'information qui va descendre du côté gauche, dans le tronc cérébral, pour la stabilisation réflexe des muscles de l'axe, etc., et pour la régulation du tonus du côté opposé. Et donc, du coup, si ton problème de tonus, entre guillemets, du côté où tu te blesses souvent, etc., vient plutôt d'un problème de, entre guillemets, tronc cérébral, de stabilité réflexe, et que tu travailles par du volontaire dessus, au travers de la proprioception, bah peut-être que tu fais partie d'un cas parmi d'autres où en fait ta proprio ne va pas marcher et peut-être qu'elle va creuser le déficit et que tu vas être ce type d'athlète où quand tu fais 3 single leg hop vers l'avant, tu as beau être à la même ligne et à la même perf, ça amène une menace ultra importante dans son système qui vient en fait foutre le bazar un peu partout. Et on n'a jamais réussi peut-être à identifier quelle était la réelle problématique de base chez toi. Je pense que vous avez suivi. Et donc, du coup, c'est juste des manières, un système de pensée qui va peut-être te permettre de choisir des outils en utilisant ce que tu fais déjà et choisir des outils pour travailler peut-être un peu différemment en fonction du cas que tu as en face de toi. Et honnêtement, il n'y a qu'un seul truc qui compte pour moi, c'est les résultats sur le terrain. Donc, du coup, c'est test, retest. Yes, nickel. J'ai juste coupé l'enregistrement.